Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bruno Barrette en direct de la troisième et dernière journée à Kung et j'ai la chance de recevoir pour la deuxième année avec nous Nicolas Carlo. Bonjour Nicolas, Salut Bruno, ça va bien? ça va, oui, content d'être là. Merci, ben oui, merci d'avoir accepté de revenir nous voir cette année. Encore cette année, un sujet qui reste d'actualité, le Legacy Code. Euh, en fait, excuse-moi, je vais plutôt te demander peut-être de parler un peu de toi pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu l'entrevue l'année passée. Peut-être nous introduire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Oui, bien sûr. Donc moi je m'appelle Nicolas. Aujourd'hui, je travaille comme tech lead dans une compagnie appelée BuzzBud à Montréal, ici au Canada. Nous, ce qu'on fait, c'est comme Expedia mais pour les bus. Donc forcément, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais globalement, l'entreprise se portait bien. On essaye de passer à travers Covid, tant bien que mal. Mhm. Ça fait 10 ans que l'entreprise a été créée. Donc, ouais, le legacy code, par exemple, c'est quelque chose avec lequel je dois travailler au quotidien. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je fais. Et puis, avant ça, j'étais consultant. Enfin, j'en ai vu des legacy code base et j'ai commencé l'année dernière, début 2020, à bloguer, à écrire des articles vraiment sur le sujet, à creuser ça. C'est quelque chose que je faisais moi-même en interne pour ma compagnie. Puis là, j'ai décidé que il y avait des gens en dehors de ma compagnie Mhm. qui auraient bien besoin d'avoir un peu plus de ressources sur le sujet. Donc j'ai commencé à faire ça. Et puis voilà, j'en suis là en 2021. Je continue à le faire. C'est toujours très intéressant quand même. Cool. Justement, on peut peut-être commencer avec une simple définition. C'est quoi pour toi le Legacy Code? Oui, c'est Comme très par bien de exemple, commencer avec une est-ce que du code que j'ai écrit la semaine passée pourrait être du Legacy Code? Peut-être avec cette question-là en même temps, voir ta définition. Ouais, ouais, ça pourrait. En fait, je pense que ce sera pas tellement un problème, surtout si c'est toi qui dois le maintenir. Pour moi, il y a deux choses importantes qui définissent un code legacy. La première, c'est que tu dois le maintenir. C'est quelque chose en fait généralement qui génère de l'argent, pas forcément si tu travailles dans une compagnie à but non lucratif, mais souvent tu es dans le cas où c'est un code qui est en production et qui paye ton salaire, ça génère du revenu. Tu peux pas juste prendre ce code et le virer et mettre autre chose à la place. Ce code doit être maintenu et il y a des besoins de le faire évoluer. Donc tu es obligé de le faire évoluer et euh, tu n'es pas à l'aise de faire ça. Souvent, tu as peur de le faire et ça, il y a plusieurs raisons. Un, c'est que tu connais pas bien ce code-là. Donc souvent, c'est quand il a été écrit il y a longtemps, donc tu t'en rappelles plus, ou c'est pas toi qui l'as écrit. Euh, Puis c'est difficile quand tu le modifies de voir si tu as cassé quelque chose. Souvent, c'est le plus gros problème, c'est je vais le modifier, mais je comprends pas bien ce que je dois modifier. Et si je le modifie, est-ce que ce que je veux faire, ça marche? Et est-ce que j'ai pas cassé autre chose en même temps? Et ça, pour moi, c'est ça le code legacy. C'est un code que tu dois modifier, mais tu as peur de le faire. OK. Et j'ai pas eu la chance d'assister à ta présentation, mais j'ai vu dans la description que tu parlais qu'on a toujours l'urgence de sortir des nouvelles fonctionnalités. Comment on fait pour avoir du temps à consacrer pour entretenir ce code-là? Ça, c'est une question compliquée parce que ça va dépendre un peu du contexte, de la culture de ta compagnie. Mais quand même, globalement, dans mon expérience, il y a toujours une question de temps, c'est-à-dire que tu peux pas, j'ai jamais vu un endroit où même tu peux prendre 3 mois pour nettoyer la dette technique, ce genre de choses. Il y a toujours des fonctionnalités à livrer. Euh, Même là où je suis dans une startup, voilà, on a toujours des choses à faire. Du coup, il faut balancer en fait. Il faut quand même faire des choses parce que sinon, de toute façon, tu vas aller de moins en moins vite et en fait, ça va se ressentir. Hein, il va y avoir de plus en plus de problèmes et en gros, tu vas plus avoir le temps de livrer de nouvelles fonctionnalités Mhm. qui fonctionnent. Donc, le juste milieu, c'est d'arriver à trouver des choses que tu peux faire qui prennent pas trop de temps, mais qui en fait vont t'en faire gagner parce que elles remettent ton projet sur de bons rails. Et en fait, tu vas gagner du temps sur des bugs que tu n'auras pas à corriger.
alors ça, souvent, c'est ce qu'on dit par exemple pour les tests automatisés. C'est vrai. Écrire des tests automatisés quand ils existent pas, ça prend du temps. Mais quand tu le fais, généralement, tu gagnes ce temps-là après. C'est un Un investissement en fait. investissement, ouais. Exact. Et ça, c'est vrai, mais j'ai trouvé que c'était très difficile d'amener une équipe qui n'avait pas cette culture-là à le faire parce que ben ils en sont pas convaincus. C'est aussi un pari en fait. Ce qu'ils voient, c'est que ça va me prendre du temps et je l'ai pas ce temps-là. Donc, je reste dans ma zone de confort parce que de toute façon, il faut que je livre pour la fin de semaine. J'ai pas le temps de tester des nouveaux trucs. Du coup, ils le font pas. Et du coup, juste de dire écris des tests automatisés et puis ça va te ramener du temps, ça c'est pas une stratégie qui marche super bien partout. Ça marche quand l'équipe elle a déjà une culture où ils ont besoin d'améliorer ça et Ouais. puis ils te font confiance. Mais il y a d'autres techniques qui existent et qui en fait que tu peux appliquer qui prennent pas trop de temps, mais qui sont mieux que de ne rien faire parce que c'est ça le danger, c'est que tu te retrouves dans une situation où il faut que tu changes les choses, mais toutes les actions pour changer les choses, elles ont l'air de prendre beaucoup de temps. Du coup, comme t'as pas ce temps-là, bah tu fais rien. Et si tu fais rien, ben c'est la pente glissante vers vers le moment où tu peux plus rien faire Ouais. parce que c'est horrible. Donc c'est la difficulté du code legacy, je trouve, c'est arriver à trouver les techniques qui vont pas prendre de temps, que tu peux faire adopter notamment à l'équipe et qui vont améliorer l'état des choses pour que petit à petit tu amènes cette culture où là l'équipe va être d'accord pour dire ok on peut faire des projets plus gros comme ajouter des tests automatisés, ce Donc, peut-être un peu spécifique par rapport à ça, mais dans l'optique d'un projet où les sources nous viennent d'un client externe, parce qu'ils ont par exemple une équipe de développement, eux, euh, comment on fait pour exposer ces failles-là au client pour justifier le travail et probablement le coût euh, pour améliorer ce code-là? Oui, c'est une bonne question parce que souvent, de l'extérieur, on voit pas forcément la difficulté de mettre à jour des choses. Et j'ai eu ce cas même avec nos sources à nous en interne. Après 10 ans, en fait, le client, donc ton product manager ou un client externe, il veut que tu fasses une fonctionnalité qui paraît simple. Par exemple, nous, il fallait mettre à jour des liens pour qu'au lieu de s'ouvrir dans la même page, ça s'ouvre dans une autre page. Euh, et ça te paraît très simple. Mais le problème, c'est Mhm. que la manière dont ça a été fait rend le truc compliqué. Alors si en plus ça vient de clients externes, t'as pas forcément le contexte qui t'a donné ça. La meilleure approche que j'ai pour essayer d'expliquer à ton client dans ce cas-là pourquoi ça a l'air ça, mais finalement c'est beaucoup plus compliqué que ça, euh, c'est tout simplement de lui expliquer en, en vulgarisant, donc sans rentrer dans les détails techniques, c'est un exercice qui Mhm. n'est pas forcément facile, qui demande de la pratique, mais le client, il est pas bête non plus, il n'est pas hermétique aux explications. Et par exemple, nous, pour expliquer pourquoi c'était beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air de faire en sorte que les liens s'ouvrent dans une page externe et que ça prenait pas 5 minutes, euh, j'ai amené mon product manager, je lui ai expliqué, voilà, ça, c'est ce qu'on veut faire et a priori, c'est une tâche qui prend 10 minutes. Le problème, c'est que, tu vois, le truc, il n'est pas ici parce qu'en fait, le service où il y a les liens, il est utilisé par plusieurs paquets parce qu'on a aussi une application mobile, Mhm. un site web, des clients. Et du coup, déjà, je lui ai expliqué la complexité. Puis je fais un schéma en même temps. Tu sais, je lui fais des petits carrés avec des flèches. C'est pas très... il n'y a pas besoin de faire de l'UML ou quoi que ce soit. Non, Mhm. le but, c'est d'expliquer avec des mots simples pour lui faire comprendre la situation dans laquelle on est. Du coup, ensuite, je lui dis, bah voilà, il faut modifier ça là. Puis ensuite, il faut mettre à jour tous les clients pour que ça fonctionne. Et puis, c'était encore plus compliqué parce que nos liens, le texte de base, en fait, il passait à travers une machine qui allait transformer ce texte-là pour d'autres fonctionnalités. Par exemple, ça ajoutait des tags UTM pour le tracking, pour les analytics, etc. Ce à quoi mon product manager, enfin, il était au courant, il savait qu'on voulait faire ça, mais il n'était pas au courant de comment ça fonctionnait. Donc, j'explique, bah, tu vois, le texte, ensuite, il est transformé dans une machine et ça me donne un nouveau texte. Et du coup, cette machine, elle gère pas l'idée que ces liens s'ouvrent ailleurs. Et Mhm. donc, il faut, un, changer la source, deux, changer la machine, trois, changer tous les clients. Et c'est comme ça que, bah, un truc qui devrait nous prendre 5-10 minutes, a priori, en fait, ça va probablement nous prendre une journée ou deux, c'est plus compliqué. Donc,
amener en fait comme ça, expliquer, vulgariser, voilà, grosso modo, quelles sont les étapes qui fait que quelque chose qui a l'air facile finalement est plus compliqué. T'en fais un, t'en fais deux, et en fait, à partir de ce moment-là, normalement, ton client, il va commencer à comprendre que euh, c'est pas parce que ça a l'air des demandes simples sur ce qu'il faut réaliser que l'implémentation fait que c'est simple. Et des fois, l'implémentation, elle est nécessaire parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui fait qu'on a rajouté Ouais. toute cette complexité. C'est comme ça que moi je l'approche en tout cas. Est-ce que, est-ce que ce serait risqué de parler de coût? Là, on est peut-être plus vraiment dans un contexte client externe que client interne, parce qu'évidemment, interne, ton product manager va être conscient des coûts, mais dans un cas externe, risqué, une bonne stratégie. Tu peux faire plusieurs propositions. La question des coûts est intéressante parce que même en interne, en fait, se pose la question indirectement qui est liée au coût, qui est est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Est-ce Ouais, que ton besoin, ça va nous prendre 3 jours de développement, c'est 3 jours qu'on va pas passer sur autre chose. On paye les développeurs, ça coûte quand même si c'est plus indirect en interne ouais, effectivement que pour un client où tu vas le facturer. Du coup, il y a une décision à prendre. Et cette décision, c'est ton client qui doit le prendre. Toi, tu es là pour, en tant que professionnel, tu lui donnes toutes les cartes en main pour l'accompagner, lui expliquer voici tes options et tu peux éventuellement le conseiller, mais moi je trouve que c'est mieux si le client final prend la décision en connaissance de cause. La meilleure approche, parce que j'ai vu souvent, en tant que consultant, j'avais aussi affaire à des clients externes, et souvent l'approche d'un consultant ou d'un prestataire, ça va être de dire oh là là, ceux qui ont fait ça, ils ont fait n'importe quoi, c'est vraiment des tocards, on fait ouais. pas ça, c'est incroyable. Et en fait, ça marche pas bien comme stratégie parce que le client, il entend ça de tout le monde. De toute Mhm. façon, tous les développeurs qui arrivent vont dire que ceux d'avant, ils ont fait n'importe quoi. Je pense qu'il y a aussi parce que t'es pas familier, tu t'es pas à l'aise avec cette Ouais. base de code, donc forcément, ce sera plus compliqué. La meilleure approche, c'est celle où tu vas proposer des options différentes. Donc, bah, on peut nettoyer ce code-là, ça va nous prendre une semaine de plus que prévu, et ensuite, on va pouvoir aller plus vite sur les fonctionnalités qui vous intéressent. Une option. Une deuxième option, on nettoie pas ce code-là, on fait juste ce que vous voulez. Ça va finalement nous prendre quand même plus de temps, et il y a plus de risques et de bugs. Euh, mais peut-être qu'on va le faire qu'en 3 jours. Voilà. Peut-être que ça sera plus rapide à faire. Par contre, pour la prochaine fonctionnalité, ce sera aussi tout aussi cher. Euh, et donc d'afficher ces différentes options que tu peux imaginer à proposer à ton client. Et puis lui, il va faire le choix. En fait, si tu négocies bien, si tu présentes différentes options, mettons 3 options, celle que tu veux qui est raisonnable, qui est au milieu, il y a des chances que ton client, ils sont intelligents et disent OK, je vais prendre cette option qui est raisonnable. Après, ton client, il a peut-être des contraintes que tu connais pas, donc peut-être qu'il n'a pas le budget pour tout Ouais. nettoyer et faire ça. Donc des fois, il y a des décisions pragmatiques à prendre, en fait. Sachant que certains clients, même avec la transparence que tu proposes, ils vont être réfractaires. Est-ce que, là, on parle beaucoup d'honnêteté, de transparence, mais est-ce qu'il y a des situations où c'est mieux de juste faire une espèce de normalisation des coûts de refactoring et de le ventiler sur ce qu'on offre aux clients? Oui, quand on parle de refactoring notamment, nous en interne par exemple, quand on implémente des nouvelles fonctionnalités, donc là dans le cas d'un client, quand tu fournis une prestation, on inclut le refactoring dedans. OK. Souvent, c'est pas visible parce qu'au final, en fait, on refactore pas tout, on refactore que ce qui nous embête, que ce qui est au Mhm. milieu. Et du coup, à la fin, ça se voit pas parce que le temps qu'on a passé en plus à nettoyer ça, généralement, on l'a gagné. Ensuite, ça nous fait accélérer. Donc, Ouais. pour le client, ça se voit pas. Du coup, nous, c'est pareil en interne. J'explique pas à mon project manager que là, je suis en train de refactorer et ensuite, je vais faire sa fonctionnalité. Pour moi, j'appelle ça faire la fonctionnalité. Ça, c'est une chose. OK. Euh, la deuxième chose, si jamais tu te retrouves dans une situation où ton facture est trop chère, non, moi je veux juste que vous fassiez ça, vous nettoyez, vous êtes beaucoup plus cher qui me propose de juste faire ça. Déjà, il y a de grandes chances que l'autre prestataire il sous-estime la tâche, mais ça, c'est le problème du client. Ouais. Et dans ce cas-là,
moi, j'aurais tendance à dire que faut aussi que enfin, c'est OK de ne pas accepter un client qui correspond pas à la façon que tu as de travailler. OK. Voilà. Donc, ben, toujours dans l'aspect refactoring, on voit souvent une analogie entre le refactoring du code et la maintenance d'une voiture. Donc, il y a un coût pour faire rouler notre logiciel et le faire évoluer. Par contre, il n'y a rien qui explique pourquoi on doit le réparer. Donc, dans ce cas-ci, vraiment, le legacy code qu'on a à travailler. Ça serait quoi pour toi l'équivalent dans cette analogie-là ou peut-être une meilleure manière de le formuler pour justement amener le client à comprendre, mais d'un autre point de vue? Les contraintes évoluent, les fonctionnalités qu'on doit développer et un code qui était valide au début, il y a 4 ans, parce que les contraintes étaient beaucoup plus simples, Mhm. n'est plus valide maintenant parce que les contraintes ont changé, parce que le contexte est différent, parce qu'on doit s'intégrer avec de nouveaux partenaires qui suivent pas les schémas qu'on a imaginés. Et c'est ça qui fait que, en fait, juste intégrer la nouvelle fonctionnalité, ça suffit pas. Il faut aussi généraliser cet ancien code pour qu'il s'adapte aux nouvelles contraintes. Il évolue. Et c'est pour ça que souvent, on crée du code legacy sans s'en rendre compte. C'est pas tellement non plus de notre faute, c'est aussi naturel. La première fois, on fait en sorte que ça marche. La deuxième fois, souvent, on n'a pas assez de recul pour se dire quelle est la bonne généralisation du code qui fonctionnerait. Et puis c'est seulement à partir de la troisième fois, la quatrième fois que là, on pourrait commencer à faire un modèle qui correspond plus à notre réalité. Sauf que souvent, les développeurs prennent pas ce temps-là. Donc en fait, ils se contentent de dupliquer le code ou de rajouter des patchs par-dessus, etc., etc. Puis bon, au bout de la sixième fois, c'est là où tu te retrouves avec un code qui est très difficile à faire évoluer. À faire comprendre aux clients une analogie générique, je sais pas. Je pense que oui, l'analogie de la voiture avec besoin de l'entretenir, ça fait comprendre à Monsieur Tout le Monde que bah voilà, il y a de la maintenance, il y a un coût de maintenance aussi qu'il faut toujours mettre dedans parce que si tu payes pas ce coût-là, bah, à un moment donné, tu t'arrêtes. Donc la voiture, c'est bien, la dette technique avec la finance, c'est aussi une autre manière de faire comprendre aux gens ce concept. Sinon, moi, sur le business, ce que j'aime leur expliquer, c'est de prendre un exemple en fait de leur domaine à eux. Bon, ça demande aussi à Oui. ce que tu comprennes un petit peu cette historique. Plus facile en interne que pour un nouveau client, ça c'est sûr. Mais en interne, c'est ce que j'ai fait en fait. Je leur ai refait l'histoire, une petite présentation pendant 10-15 minutes sur une fonctionnalité que le business connaît et je leur ai retracé l'historique, un petit peu comme un détective en fait qui OK. raconte une histoire de bah, au début on avait ça, on a résolu ça comme ça, puis ensuite il y a eu ça, puis ensuite il y a eu ça, puis ensuite il y a eu ça. Et là on se retrouve dans ce scénario où bah, les hypothèses de base elles sont plus valables. Du coup, il faut qu'on paye un coût et ce coût c'est refactorer le OK. code pour que pour que ça fonctionne. OK. Ouais, je vois bien l'explication avec ça, oui. Euh, Si je reviens un peu, peut-être plus côté outils, ces choses-là. L'an passé, dans l'entrevue avec toi, on a parlé de Proval Test, qui est un outil que même moi, à l'interne, j'ai vu des gens se servir dans la dernière année pour différents projets qu'on a eus. Donc, ça a été un gros bonus de parler de ça. Euh, puis d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir l'entrevue de l'an passé s'ils l'ont pas vu. Euh, Est-ce que tu as des nouveaux outils, des nouveaux trucs comme ça que tu pourrais nous proposer? Encore là pour aider à tester notre legacy code, à moins, je pense, à faire diminuer la peur du changement. Ouais, ça fait partie de ce que je cherche le plus. Je te disais en introduction que euh, c'est difficile, surtout pour une nouvelle équipe qui a un code legacy, de partir sur un truc qui prend beaucoup de temps, mais qui va payer, comme écrire des Mhm. tests qui n'existent pas. Donc, j'ai cherché ça, des techniques en fait que tu peux apporter sur une équipe qui prennent pas trop de temps, mais qui vont te donner de la confiance sur pouvoir changer le code et du coup te permettre de faire des trucs de plus en plus ambitieux. Approval test, c'est effectivement une technique qui te permet d'écrire des tests très rapidement sur du code existant. Euh, Là, cette année à Canfu, j'ai présenté justement 7 techniques différentes. Alors, c'était plus un espèce de suggestion de buffet, si tu veux, où c'est des techniques assez variées. Et l'idée, c'est que tu en essayes une, tu en essayes deux. Et ces techniques-là,
en fait, il y a plein de choses que tu peux essayer et qui vont t'aider. La question sur quelle technique va t'aider le plus, ça dépend de toi et de ton contexte. C'est pour ça que j'essaie de Plusieurs proposer options, un ouais. ensemble de choses qui a marché dans mon cas. Ouais. Et donc pour ça, bah, je pourrais renvoyer sur, j'ai mes slides de la conférence que je pourrais partager, mais je peux en Ouais. citer quelques-unes des techniques. Par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les ADR, Architecture Decision Record. Je sais pas si tu en Non. avais entendu parler, mais en fait, et ben, du coup, Oui, très c'est bien, parfait, ben oui. je t'en parle. Alors, ADR, ça a été, je crois que c'est Nat Price qui l'a popularisé, ou non, c'est peut-être Niger, mais peu importe. Le concept, en fait, c'est que la documentation, souvent, c'est un peu compliqué, c'est un sujet douloureux parce que elle est Ça, jamais à c'est quand il y jour. a de la Du coup, les gens documentation. font pas confiance. Quand il y a de la documentation, c'est ça. Et ADR, c'est une sorte de documentation, mais elle n'est jamais out of date. Désuète. Elle est Ouais. toujours, ouais, voilà, elle OK. n'est jamais désuète. Parce que la différence, c'est que cette documentation-là, le but, c'est pas de dire comment fonctionne le système. Ce que tu fais avec ça, c'est que tu vas capturer au moment où tu prends une décision d'architecture, mais en Mhm. fait, je vais donner des exemples d'autres décisions. Tu vas capturer le contexte. Et ça, en fait, c'est très utile parce que souvent, le problème que tu as avec le code, c'est que tu es pas capable de te rappeler ou de dire pourquoi ça fonctionne comme ça. Là, on parlait de Ouais, réexpliquer à ton client l'historique de pourquoi on en est arrivé là. Mais en fait, surtout si tu récupères une code base, que c'est pas je toi sais qui pas. l'as développé, tu n'as pas cet historique. Ouais. C'est très compliqué. Du coup, écrire des ADR, c'est quelque chose qui va t'aider dans le futur, dans quelques mois. Nous, on a commencé ça à BuzzBud il y a un an à peu près, et j'ai un développeur qui est parti. Lui, il avait beaucoup de contexte sur les paiements, comment ça fonctionnait les paiements. Et comment on avait commencé à écrire ça? Il en a écrit quelques-uns, et ensuite il est parti. Et puis récemment, on s'est servi de certains de ces documents qu'il avait écrits à l'époque pour comprendre pourquoi on avait certains bugs, et ça nous a permis de prendre de meilleures décisions. Donc, je peux te donner un exemple assez rapide. Mettons que tu décides qu'on va arrêter de lire les données depuis la main database et qu'à la place de ça, on va lire dans des follower database. Changement Mhm. Ouais. d'architecture, enfin changement surtout de façon de fonctionner. Euh, on va expliquer pourquoi en fait on prend cette décision. C'est ça le cœur de l'IDR, c'est que on va dire bah, on fait ça parce que c'est pas très performant, on a des problèmes de performance et puis on n'a pas de meilleure solution aujourd'hui. On a vu ces librairies là dans notre langage qui nous permettent de faire ça facilement. Voilà, on donne du contexte et ensuite on dit du coup on va faire ça. Et enfin, on dit les conséquences. On va dire, bah, on devrait résoudre nos problèmes de performance, de un. Par contre, on peut avoir des race conditions si jamais on essaye, si jamais on écrit dans la main database, puis on lit juste derrière dans un follower, il Ouais. va peut-être y avoir un problème parce que ça n'a pas le temps de se propager. Voilà, on détaille en fait, on donne du contexte autour de ça. Et ça te sert plus tard quand tu essayes de comprendre pourquoi quelque chose fonctionne comme ça. Et tu peux peut-être revisiter une décision. Tu peux dire, bah, on avait pris cette décision il y a 2 ans. Maintenant, avec les outils qu'on a aujourd'hui ou les nouvelles connaissances qu'on a, on prend une nouvelle décision. Voilà, ça c'est une technique que j'aime beaucoup, les ADR. Tu peux trouver ça en ligne, hein. Je te Oh donnais oui, oh oui. une Je idée pense de ce que que c'est, mais n'importe qui va être intéressé en entendant ça va chercher à en apprendre plus. Et comme tu dis, si on peut trouver tes slides, on verra un peu plus de détails, là. Euh, tout à fait. Je vais te, excellent point. En fait, si jamais ouais, vous voulez en savoir plus et vous voulez voir plus de techniques dans ce goût-là et à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur le site, en fait, mon blog, ouais. On pourra understandlegacycode.com. le mettre d'ailleurs en Euh, lien sous puis là-dessus, l'entrevue, évidemment, là. OK, parfait, je mets tout là-dessus, parfait. donc vous trouverez tout là-dessus. J'aurais peut-être une dernière question avant de terminer l'entrevue, parce que évidemment, maintenir du legacy code, c'est pas quelque chose qu'ils nous apprennent à l'école. On nous montre pas ça, on nous montre à écrire du nouveau code et ça s'arrête là. On voit pas ça, entretenir du legacy code. Euh, Quel genre d'accompagnement qu'on peut donner à un nouveau développeur pour l'aider à attaquer ça?
Quelque chose que j'aime bien faire, parce que oui, oui, c'est vrai, on nous apprend Malheureusement. pas, on nous prépare pas à ça, et puis finalement, c'est ce que tu fais. Je pense que c'est ce que j'ai fait la plupart de ma carrière pour l'instant. Que ce soit Mhm. conscient ou que tu le subisses, c'est ça. Euh, Il y a un truc qui s'appelle des coding kata, qui sont en fait des exercices de code que tu peux trouver. Souvent, les coding kata, c'est fait pour justement écrire du nouveau code, donc essayer des design patterns ou ce genre de choses. Mais il y en a quelques-uns qui sont spécialisés pour, tu as du code existant qui est pas testé, que tu connais pas, euh, et tu peux appliquer les techniques que tu vas apprendre sur le approval test, par exemple. Bon, le ADR, dans ce cas-là, ce serait pas forcément pertinent. Mais en fait, c'est un espace de jeu que tu peux donner à un développeur qui veut pratiquer ces techniques. Le but, c'est pas de compléter l'exercice. Le but, c'est de vraiment de s'entraîner sur ces différentes OK. techniques. Le approval Mhm. testing, avant de poser des tests, refactorer, utiliser les refactoring automatiques de ton éditeur. Savoir utiliser ces outils, ça peut aussi t'aider énormément sur Ouais. l'approche de ton code. Donc, il y a des exercices comme ça. Il y en a pas beaucoup, mais j'en ai listé 5 notamment qui sont vraiment OK. super pour faire exactement ça. Le premier que je conseillerais de faire, peut-être vous en avez entendu parler d'ailleurs, c'est le Gilded Rose Kata. Il est très populaire, mais si tu n'en as pas entendu parler, c'est pas un problème. C'est un OK. super exercice que tu peux trouver en ligne, donc pareil, tu devras le trouver facilement. Gilded Rose Kata. Tu mets Ouais. refactoring kata et tu vas en trouver. Euh, et en fait, Gilded Rose, c'est quoi? C'est un code qui existe déjà dans plein de langages différents. Donc, tu peux faire l'exercice en OK. JavaScript, en C Sharp, en ce que tu veux. Et ton but, c'est de rajouter une fonctionnalité dans ce code-là. Mais évidemment, le code, il n'est pas testé et puis il n'est pas OK. très joli à voir. Donc, le but de l'exercice, c'est surtout d'arriver à poser des tests sur ce code, nettoyer ce code, puis ajouter ta fonctionnalité. Puis ça va te donner le goût en fait de tester plusieurs techniques. Et voilà, c'est surtout ça que j'utilise moi quand je veux m'entraîner Ouais. ou même quand je veux former des. Ah, pas de problème. Désolé, Ouais, pour c'est à la entraîner, maison. c'est ça, comme tu disais, des nouveaux développeurs qui ont jamais eu à s'attaquer à ces choses-là, là. Guided Draws, c'est un très bon exercice pour commencer parce que ça va pas être trop compliqué en difficulté. Tu n'auras pas des bases de données, tu n'auras pas des calls HTTP au milieu, tu n'auras pas des trucs trop compliqués. C'est le bon niveau de difficulté pour un nouveau développeur Pour qui amener veut les s'entraîner sur. réflexes de savoir quoi faire quand tu es présenté dans la situation, là. OK. C'est Excellent. ça. Donc, ben, ça confirme, ça complète les questions que j'avais. Encore une fois, cette année, merci beaucoup, Nicolas, de ton temps. C'était très sympathique, très apprécié, toujours d'actualité. On aimerait que ce soit pas un problème de devoir entretenir du legacy code, mais pour ma part, Ouais. je suis content qu'on ait des gens comme toi qui promouvoient comment l'améliorer. Donc, merci de ton temps encore. Merci, c'était très agréable encore de discuter avec toi. Puis Probablement la plaisir de se voir en l'année vrai. prochaine, En vrai, ouais. Excellent. probablement en Merci vrai. beaucoup. Merci à toi, bye bye.